Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, photographe culinaire et illustratrice. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. Aujourd'hui est un épisode un peu particulier qui met en lumière la maltraitance des enfants dans certains foyers et leurs conditions de vie parfois déplorables qu'ils peuvent avoir. Aïssia est une femme sensible et courageuse qui nous raconte son enfance torturée. Elle nous parlera de l'abandon de sa mère, de l'alcoolisme de ses parents, des abus sexuels qu'elle a pu subir étant petite, de ses troubles et addictions dus à ce passé tumultueux. Mais ce que j'en retire surtout, c'est ce grand vide qu'elle a en elle d'un amour maternel qu'elle n'a jamais pu obtenir. Attention toutefois pour les âmes sensibles, cet épisode peut être difficile à entendre. Je vous laisse maintenant écouter son témoignage. Bonjour Alessia. Bonjour Marjo. Bienvenue sur le podcast. Merci. Comment ça va ? Ça va, un peu tendu mais ça va. Ça va bien se passer. Merci. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Aïssia, j'ai 31 ans, je suis une jeune maman et j'habite dans l'agglo grenobloise. Ok, très bien, très bonne présentation. Alors, on voulait parler de ton enfance qui a été très compliquée. Oui, c'est vrai que j'ai eu une enfance plutôt atypique. Ouais, et justement, c'est plutôt intéressant de... je te laisse en fait te lancer. Parce que ok, je vais vous raconter un peu tout ça. Vas-y, okay. dis-moi. Ça marche. Alors, je suis née le 12 septembre 1989. Je suis un enfant, une surprise, dirons-nous. J'aime pas trop dire un enfant non désiré. Je trouve que c'est un peu dur. Mais c'est ça le concept, en fait. Bah oui, justement. Voilà. Ouais. D'une maman d'origine kabyle et d'un papa français, qui étaient tous les deux très jeunes lors de ma naissance. Ils avaient une vingtaine d'années. Donc moi qui suis maintenant maman, je sais que 20 ans c'est très très jeune pour avoir des enfants. Ma mère a voulu... j'ai eu une naissance compliquée quoi, par césarienne, tout ça. Et ma mère n'a pas voulu de moi dès la naissance. C'est un peu ma famille, mes grands-parents qui se sont battus pour qu'elle me récupère parce qu'elle voulait me laisser à la maternité. Donc ça commence un peu comme ça. Mon père n'était pas trop présent à cette époque, il travaillait beaucoup en déplacement sur des chantiers. Donc je pense qu'elle a eu une fin de grossesse où elle s'est sentie pas très accompagnée. Voilà, ça a dû pas être trop simple pour elle. Donc ça, c'est mon contexte de naissance. Et donc j'ai grandi avec mon père et ma mère très jeune. C'était des personnes de 20 ans un peu perdues, je pense, qui ont eux-mêmes leur bagage lourd à porter, qui avaient leur bagage à porter. Et j'ai grandi au milieu d'addictions, c'est-à-dire que mon père était alcoolique, ma mère était alcoolique. Mon père, quand il buvait, était violent. Ma mère aussi, d'ailleurs. Et ma mère ne m'aimait pas, clairement, elle me rejetait, elle ne me voulait pas. Et c'était pas évident de vivre dans un contexte comme ça. Donc j'ai été victime de violences parentales, voilà, de violences psychologiques, physiques. Et puis, je rentrerai un peu dans les détails plus tard, mais ma mère a rencontré quelqu'un quand j'avais 6 ans, quelqu'un d'autre que mon père, et elle s'est barrée de la maison en me laissant ma petite sœur, mon père et moi tout seuls. Donc là, j'avais un papa plutôt jeune, qui avait une entreprise en plus à charge, qui se retrouve tout seul avec deux enfants, 2 filles qui plus est. C'est pas évident. Je pense que ça n'a pas été évident pour lui. Bon, en plus, un papa avec 2 filles, surtout s'il ne s'y connaît pas sur certains sujets, ça va être très dur. Ouais, ça a été, je pense que cette différence a été dure pour tout le monde. Pour tout le monde. Ouais. Oui. Et donc voilà. Donc on s'est retrouvés à 3. J'ai
Ma grand-mère paternelle qui est à un moment venue vivre avec nous. Mon père, je pense qu'il n'a pas supporté le départ de ma mère et toutes les responsabilités auxquelles il a dû faire face d'un coup d'un seul. Plus son entreprise. Plus son entreprise qui a coulé entre-temps en fait. Hein. Ouais, ça n'a pas aidé. Non, ça n'a pas du tout aidé. Il s'est enfoncé de plus en plus dans l'addiction, dans l'alcool. Et puis il a perdu pied. Donc nous, on était un petit peu livrés à nous-mêmes. Il y avait ma grand-mère paternelle qui était là de temps en temps, mais c'était pas facile. À quel âge vous aviez à ce moment-là? Ouais, 8 ans. Moi, j'avais 8 ans. 8 ans. Et 8 à 10 ans. Et ta sœur, elle avait... On a 7 ans d'écart. 7 ans d'écart? Ouais. Ok. Ah oui. 6 ans et demi d'écart, ouais. Oui, donc elle était vraiment toute petite. Ah oui, ok. Donc voilà, ma grand-mère a vraiment fait tampon entre guillemets lorsque mon père avait vraiment définitivement perdu pied, qu'il a été hospitalisé en détox pour l'alcool, en psy quoi, pour reprendre un peu le contrôle de sa vie. Et on allait voir encore, alors il y a une différence entre ma sœur et moi, c'est que moi je suis pas une enfant voulue, mais ma sœur est une enfant voulue. Et ça, ma mère me l'a toujours fait remarquer, c'est-à-dire que j'avais très souvent des toi je t'aime pas, mais ta sœur je t'aime. Moi elle refusait de me voir, mais elle voulait bien voir ma sœur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément bouleversée dès toute petite, parce que quand on est une enfant, on se demande ce qu'on a fait de mal pour être rejeté comme ça par sa propre mère. Et puis aussi d'évoluer. J'ai fait mes études, j'étais en école primaire et ensuite au collège, dans une école privée catholique, assez stricte d'ailleurs. Et je voyais mes copines partager c'était vraiment des familles bienveillantes, pour la plupart catholiques, donc non pas nécessairement, mais plutôt bienveillantes, plutôt dans l'écoute, dans le respect, et pas forcément dans les violences comme j'avais à la maison. Ouais. Et je dois avouer que j'étais souvent très envieuse et jalouse même de mes copines, de voir qu'elles avaient une famille qui était là pour elles, avec des parents aimants. Enfin, moi, c'était quelque chose... j'avais déjà, toute petite, un immense vide en moi qui était difficile à combler. Et voilà, et cet immense vide a laissé de sacrées traces. En grandissant, j'ai essayé de le combler comme je pouvais. Ça passe par des addictions, par de l'autodestruction, par plein de choses où on essaye de survivre comme on peut avec l'enfance qu'on a. Je pense que l'enfance, c'est un peu comme... comment dire ? C'est comme construire un immeuble, tu vois, t'as des fondations et... Quand on est une personne, si on lui donne des fondations stables, et elle évolue favorablement, mais si c'est l'inverse, c'est plus difficile de se construire. C'est une trop belle image. Voilà, bon, c'était la métaphore BTP. Voilà, donc ça c'est pour donner un petit peu le contexte. Bien sûr que la justice, à un moment donné, est venue toquer à notre porte. Il y a eu un début de divorce, des procédures typiques. On a été vu plusieurs fois par le juge des affaires familiales. Des assistantes sociales ont commencé également à un peu s'intéresser à notre cas, puisqu'on était grosso modo 2 petites filles, un papa qui était en train de perdre son entreprise, qui avait engagé ses biens personnels à travers son entreprise, donc qui perdait également ses biens personnels, c'est-à-dire qu'on a perdu également notre maison. Et pour raccourcir un peu l'histoire, on s'est retrouvés, mon père, ma sœur et moi, à vivre dans une caravane, dans le jardin d'un copain à lui, en plein hiver. Donc c'était des mois difficiles. L'hiver, il fait froid, l'eau gèle, on n'a pas toujours l'eau courante. On dormait en combinaison de ski dans la caravane tellement qu'on avait froid. On n'avait plus une thune. Je me souviens que les repas, c'était très compliqué. Mais voilà, il arrivait à mon père de voler des trucs pour qu'on puisse se nourrir. Et puis, il était toujours imprégné de cet alcool. Oui. Là, c'est un peu un échappatoire. Bah oui, je pense que pour lui, c'était le seul moyen de tenir debout, de se lever tous les matins. Et maintenant, avec mon expérience, je le comprends, mais quand on est une petite fille de 8 à 10 ans, on comprend pas, en fait. Forcément, j'ai vécu des scènes ultra violentes d'un père qui avait complètement déraillé à cause d'une bouteille de Sky, quoi. Donc,
Ça n'a pas été toujours facile. Et donc, parti de là, donc on était dans le Nord-Isère et on a intégré un foyer familial ici, près d'ici à Échirolles. Et c'est comme ça qu'on est arrivé près de Grenoble en fait. Ok. Ça Voilà. s'est bien passé dans ce foyer? Alors ça s'est bien passé, j'en garde des souvenirs assez positifs finalement parce que quand on quitte une caravane minuscule, froide, gelée et qu'on intègre un studio plutôt grand avec des meubles, un vrai lit, si vous voulez, on a l'impression de rentrer dans un immense... Dans un palace. Ouais, dans un palace, on était trop contents, il y avait une baignoire, on pouvait prendre des bains chauds, il y avait des gens qui veillaient sur nous, il y avait toute une équipe d'assistants sociaux qui étaient là, qui aidaient d'un côté mon père à se réinsérer socialement, à reprendre un boulot, etc., à se sevrer complètement. Nous, on était protégés aussi. Il faut savoir que dans ce foyer, il y avait toujours quelqu'un pour nous. Ça a été un grand soulagement, hein. C'était un grand soulagement. C'était un grand soulagement d'avoir cette nouvelle vie-là, d'être encadré, de se sentir un peu plus entouré, et même par des professionnels. Et aussi de partir de cet endroit où j'avais vécu des choses affreuses toute mon enfance, quoi. Donc c'était une nouvelle page. Et c'était quoi les choses affreuses, si tu peux Oui, bah, bien sûr. expliquer un peu? Il y a eu toute la violence qui a découlé de la relation avec ma mère. Voilà, j'ai des scènes quand elle était tellement bourrée qu'elle ne nous faisait pas à manger. Donc, toute petite, 6-7 ans, j'essayais de faire à manger pour ma sœur et moi. J'ai en image de réchauffer des boîtes de raviolis comme je pouvais au micro-ondes, de faire des trucs de ce genre-là. Le midi, par exemple, quand je rentrais manger chez moi, ma mère m'envoyait systématiquement lui acheter de quoi boire l'après-midi. Donc, je mangeais pas toujours le midi parce que j'avais pas le temps. Voilà, c'était... Dès que mon père partait en chantier, j'étais clairement son bouc émissaire, j'en prenais plein la gueule. Si je faisais une bêtise d'après, elle pouvait être super violente. Voilà. Les soirs d'été, à 20h, fallait que je sois dans ma chambre et j'avais pas intérêt à broncher. J'ai plein de scènes comme ça. Et puis, elle était alcoolique et elle était entourée des mauvaises personnes, donc d'autres personnes alcooliques et notamment des hommes alcooliques. Et voilà, pas du tout bienveillants, avec souvent des regards, des gestes déplacés, des comportements déplacés. Et ouais, j'ai baigné dans toute cette ambiance malsaine au possible de personnes qui étaient... maintenant, je me dis qu'elles étaient perdues, mais quand j'étais plus petite, je comprenais pas trop, quoi. Donc c'était compliqué. Je voyais pas souvent ma mère aussi pour ça, parce que de toute façon, à chaque fois que je la voyais, ça se passait extrêmement mal. Même si les assistantes sociales et tout essayaient quand même, on sentait qu'elles essayaient de renouer quelque chose, de créer un lien qui n'avait jamais existé, en se disant, c'est quand même une petite fille, et c'est quand même sa mère, il doit y avoir moyen de créer quelque chose. Mais non. Et d'ailleurs, ça a très mal fini un soir d'été où ma mère bourrée, pour le coup, ma soeur aussi avait pris ce jour-là. C'était plus rare, mais ça arrivait. Nous a éclaté la gueule, excusez-moi de l'expression, mais éclaté la tronche dans les escaliers. Et mon père passait complètement à l'improviste ce soir-là pour voir si tout allait bien. Et il nous a retrouvés, ma soeur et moi, voilà, on avait pris des coups, quoi, on était vraiment mal. Et il a appelé la gendarmerie. Et il a bien réagi parce que du coup, les gendarmes nous ont pris en charge, ont vu la gravité des faits, que ce soit physiquement, psychologiquement. Ils ont vu l'état de ma mère aussi, qui était complètement alcoolisée, plus du tout cohérente. Elle était démente, quoi, quand elle buvait. Elle boit toujours, voilà, c'est... Oui. Voilà, c'est à partir de là que je pense la justice a pris un peu... La justice et les services sociaux ont pris un peu la main sur notre situation familiale et ont essayé de nous aider comme ils pouvaient. Tu dirais que c'est grâce à ce coup de fil-là? Ou c'était avant un peu? Alors, ouais, c'est compliqué en tant que petite fille. Comment ont été faites les démarches administratives et par qui, je peux pas te le dire vraiment, mais moi j'ai l'impression que les choses ont bougé à partir de ce soir-là. Ouais. Après, je me souviens que les gendarmes étaient revenus chez nous pour nous auditionner, et puis petit à petit, voilà, en quelques mois,
On avait changé de situation, on n'était plus là-bas, mais ici, et on était pris en charge, quoi. Bah, tant mieux. Au moins, il y a certaines personnes qui arrivent. Ouais, parce que j'entends tellement d'histoires que des fois, on me dit il n'y a pas de justice, mais là, ça va, il y en a encore un peu. Et du coup, après, quand tu es arrivée sur Grenoble, tu étais dans le foyer d'accueil. Qu'est-ce qui s'est passé après, du coup? Alors, là, je commençais déjà à être un peu plus grande. Je suis arrivée dans le foyer, j'avais 11-12 ans. Ouais, l'adolescence. Ouais, l'adolescence, le début de l'adolescence. Ouais, donc là, j'ai plein d'anecdotes. Parce que, un début d'adolescence, quand on est une jeune fille en colère, dirons-nous, avec un papa, c'est compliqué. Je suis arrivée en ville en plus. Moi, je viens de la campagne à la base. Et en ville, il y avait plein de choses qui étaient accessibles, qui ne l'étaient pas à la campagne. Je pense notamment, nous, quand j'ai quitté mon petit bled là-bas, ça nous arrivait avec les copains de fumer une cigarette comme ça pour faire un peu les cakes. Mais quand je suis arrivée à Grenoble, c'était une autre paire de manches. Enfin, les gens qui étaient un peu dans mon cas buvaient déjà de l'alcool, ils fumaient des joints, des trucs comme ça. Donc, très vite, j'ai commencé à consommer des trucs aussi, quoi. Ça a commencé du coup très jeune, voilà, 11-12 ans, je commençais à fumer des clopes, des joints, à boire. Les mercredis après-midi, avec mes potes, on s'amusait à picoler, quoi. Et puis j'avais, alors ça c'est une histoire un peu folle, mais j'avais une pionne dont je tairai le nom. Une pionne, enfin je sais pas comment on dit ça. Oui, c'est ça, un pion, une pionne, ouais, je pense que c'est ça. Dans mon collège, j'avais une pionne qui était un peu teufeuse et tout. Teufeuse? Ouais, teufeuse. Qui fait la fête? Ouais, qui fait la fête. Un peu, trop vieille. un peu punk, new age, je sais pas trop comment te décrire ça. Et je me suis très vite rapprochée d'elle parce que, en fait, moi je suis arrivée dans une ZEP. Je sortais d'un collège catho. Ouais. En plus de ça, j'étais archi fan de métal. Et je suis arrivée là-bas, si tu veux, tout le monde était en Air Max TN. C'était un contraste, mais d'une violence inouïe. Et je suis arrivée avec mon vernis noir, mes colliers de punk, mes suites de métallo. Donc j'ai pas été socialement acceptée, on va pas se mentir. On m'a assimilée à Satan, enfin il y avait des trucs. Voilà, c'était compliqué. Et donc cette pionne avait un peu le même socio-style que moi. Et je pense que très vite, en fait, elle était jeune. Hein. Elle avait, je pense, à peine 18 ans. Ouais. Et on s'est très vite rapprochés. Et on a commencé un peu à passer du temps ensemble. Sauf que elle prenait déjà des produits, quoi. Et on a passé, à 13 ans, en fait, j'ai gobé mon premier cacheton d'ecstasy. Mais c'est quoi cette pionne? C'est une jeune qui, comme moi, était perdue, je pense. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et voilà, donc je me suis retrouvée dans des endroits et à faire des choses qui, à mon avis, ne se font pas quand on a 13 ans, quoi. Mais voilà, donc j'ai commencé à apprendre des trucs quand j'avais 13 ans. Donc, fou de l'ecstasy. Enfin, je le dis maintenant parce que c'est derrière moi et que je pense il y a une grande sensibilisation à faire auprès des jeunes, mais voilà, des TAS, du LSD, de la coke, du speed, fumer des joints H24, tout ça, quoi, dans le dos de mon père, ou du moins, il avait peut-être ses problèmes à lui, ou voilà, j'étais pas très souvent chez moi, j'étais pleine de mythos, hein, je disais, ouais, je vais dormir chez une copine, et puis en fait... On allait poser du son avec des gars dans la Chartreuse, on faisait des trucs, je me suis retrouvée en boîte à 14 ans, enfin, voilà, faire des trucs que je n'étais pas censée faire. Et je me suis vachement abîmée, parce qu'en fait, à l'époque où je le faisais, je pensais que, je suis grande. Ouais, bah oui. mais pas du tout. En fait, j'étais juste une enfant en colère, triste, avec un profond manque d'amour, et ça laisse des traces, quoi. Ça laisse des traces énormes. Et... Voilà. Je tiens à souligner que malgré tout cela, je n'ai jamais décroché l'école. J'ai jamais redoublé. J'étais pas une élève sans sas, mais j'ai toujours eu la moyenne et j'ai eu mon bac. Ouais, c'est bien, j'en suis fière parce qu'en fait, c'était quand même ça, et je pense que c'est l'école catho en tout cas, le niveau de cette école qui me l'a appris, c'est que ma seule échappatoire, ça serait peut-être celle-là, en fait. Ah, c'est bien. Ouais, ça serait peut-être de bosser en cours et de vite trouver un boulot ou quoi que ce soit, mais un truc qui fasse que je puisse me barrer de chez moi. Et la rigueur au niveau de... Enfin, je sais pas. Ouais, peut-être la rigueur de travail aussi, c'est ça que tu entends? Ouais, sûrement. Ça, je sais pas.
C'est vrai qu'il y avait une rigueur de travail. Je suis arrivée, j'avais 17 de moyenne sans rien foutre, quoi, parce que le niveau était très très haut et quand j'arrive dans une ZEB, c'est les deux opposés. Ouais. Donc voilà. Après, forcément, il m'est arrivé des sales trucs. Je me suis mise dans des états où j'étais pas tout à fait consciente. Déjà que j'étais peut-être pas tout à fait consciente de tous les dangers qui m'entouraient. Mais là, on va rentrer dans une partie un peu difficile. Je vais vous décrire une scène que j'ai vécue. Donc j'avais 13 ans. C'était dans le même foyer où j'habitais. Je traînais beaucoup avec une nana qui avait un grand frère qui tapait des trucs et tout, et ça nous arrivait de faire des soirées ensemble. Un soir, mon père était pas là. Je pense qu'à cette époque, il avait une petite copine ou quoi, et puis il était parti dormir chez elle avec ma soeur. Donc ce gars-là me dit ouais, justement, je passe la soirée au foyer où t'habites. Donc descends un ou deux étages en dessous, c'était vraiment en dessous de chez moi, quoi. Et je me suis retrouvée, en gros, au milieu d'un plan 3, à 4 même, enfin 3,5, quoi. C'est-à-dire que on avait bu, on avait fumé, j'étais franchement défoncée. Et les personnes qui habitaient ce studio étaient adultes, elles avaient, je pense, une trentaine d'années. Et elles ont commencé à s'embrasser, à se déshabiller, à faire des trucs devant moi. Et en fait, je pense qu'une personne normale dit pourquoi tu t'es pas barrée ? Mais parce que j'étais morte de trouille, en fait. J'étais défoncée, j'étais morte de trouille, et je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? T'avais 13 ans surtout, ouais. On n'est pas conscient. On n'est pas du tout conscient, non, oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, ils ont commencé à faire un plan à 3 et à m'intégrer à ce truc hyper malsain, dire que j'en avais pas envie. Je savais pas comment m'échapper de ça. Et le souvenir, j'ai un souvenir de douleur physique, vraiment. C'est pas juste avec le recul, parce que sur le moment on est terrifié, mais on comprend pas tout à fait ce qui se passe, on comprend pas la gravité de l'action. C'est vraiment après, et c'est même après en grandissant que cette scène qui est quand même marquante reste en nous, ancrée. Et quand on la revisionne comme ça, et avec l'acquis qu'on a en devenant plus adulte, on se dit mais c'est terrible en fait ce qui est arrivé là. C'est terrible. Et voilà, donc la soirée s'est terminée, je ne sais même pas comment, c'était pas un bon souvenir et je me suis sentie complètement abusée, quoi. C'était pas la première fois que je me sentais abusée. J'ai déjà eu, quand j'avais 8 ans, non, j'étais plus jeune, j'avais 6 ans, une très mauvaise expérience. Mes parents étaient encore ensemble, mais c'était vraiment la fin. C'était un soir d'été. Mon père avait un collègue de boulot, un ancien, un proche de la retraite, quoi. Et ce jour-là, il était venu boire l'apéritif chez nous. Toujours l'alcool, enfin bon, bref. Bon, il n'y a pas que l'alcool, mais oui, là, disons que ça là, arrange rien. Ouais, non, c'était, voilà. Et en fait, ce monsieur était venu avec sa petite fille. Avec sa petite fille, du coup, on s'était trop bien amusés. Et c'était très très rare de voir chez moi d'autres personnes. Donc, pour moi, c'était vraiment festif comme contexte, quoi. Waouh, il y a une copine et tout. Ça change, quoi. Le gars propose à mon père, si tu veux, elle peut dormir chez moi, ta fille, avec ma petite fille, vu qu'elle dort chez moi, comme ça, elles seront ensemble, quoi. Et alors là, je sais pas, franchement, j'ai jamais su, mais je pense que mes parents étaient soit tellement à l'ouest qu'ils ont rien vu venir, soit il y a un truc profondément malsain qui s'est joué entre eux trois. Mais en tout cas, je me suis retrouvée chez ce gars, sauf que la petite fille n'a jamais dormi, en fait, chez ce gars. Il a ramené sa petite fille sur le trajet du retour, il a ramené sa petite fille chez ses parents, et il m'a gardé moi la nuit chez lui. Alors là c'est pareil, j'avais pas du tout conscience de la gravité, c'est vraiment en grandissant que j'ai compris ce qui s'était passé. Mais j'avais très peur aussi, j'étais loin de mes parents, j'avais compris qu'il y avait un truc qui était pas net. Pourquoi cette petite fille qui devait venir avec moi n'était pas là. Et je lui avais demandé, je me souviens que j'avais eu le courage de lui demander, mais pourquoi tu me ramènes pas chez mon papa et ma maman ? Et la réponse était, non, ils vont être en colère, on leur a dit que tu venais. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails. Il y a eu des attouchements sexuels. J'ai passé la nuit là-bas, donc une nuit dans un contexte de peur comme celle-là. Je vous jure que c'est très très long. J'ai encore aujourd'hui des images qui sont ancrées en moi. Je pense des images un peu... tout ça, ça a été un peu tous les traumatismes qui font que j'ai grandi en boitant, si je puis dire. Je me suis souvent sentie à retardement, c'est-à-dire que je me suis souvent comparée aux autres,
sans connaître leur passé, hein, sans qu'ils ne connaissent le mien non plus. Et en me disant, ouais, par exemple, eux ils ont déjà le permis, moi je l'ai pas, eux ils sont comme ça dans leur tête, moi je le suis pas. Pourquoi tout me touchait, j'avais pas des réactions émotionnelles normales. Et ça, je m'en rendais compte déjà toute petite, mais plus ça. Qu'est-ce que la norme? C'est ça, qu'est-ce que la norme? Mais je voyais bien, même quand on a un peu des copines, que parfois on s'accroche. Chez moi, ça prenait des proportions immenses, ça me touchait, ça me traversait de part en part. Je me sens très vite trahie. Enfin, socialement, c'est compliqué quand même. Donc voilà, donc, il y a eu la drogue, il y a eu la violence, il y a eu cette hypersensibilité que j'essaye de vous décrire comme je peux. Et puis, mis bout à bout, il y a eu ma première grosse dépression à 17 ans. Je sais pas si on peut parler de dépression à proprement parler ou si on peut juste parler d'une ado qui était pleine qui consommait de la drogue et qui était complètement perdue et qui a pété un plomb, quoi, qui a explosé. Et c'était sûr que ça allait exploser un jour ou l'autre. Et donc c'est arrivé. Un peu progressivement quand même. D'abord, il y a eu les troubles du comportement alimentaire, l'anorexie. Et maintenant, je comprends en fait. Il m'a fallu des années à comprendre ce que je faisais. Moi, dans ma tête d'ado, je faisais juste un régime parce que j'étais un peu boulette et que j'en avais marre d'être la boulette du groupe. Mais en fait, c'était pas du tout ça. C'est que ma vie partait tellement dans tous les sens et j'étais toujours confrontée à la violence d'un père. En fait, je contrôlais rien du tout. Et la seule chose qui pouvait m'appartenir, c'était le contrôle de mon poids, le contrôle de mon corps dans ce sens-là. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais du coup, à chaque kilo perdu, c'était une grande jouissance, un grand sentiment de liberté. Dire que pas du tout, parce que c'était une addiction de plus, en fait. Et donc voilà, donc j'ai commencé à perdre énormément de poids. Je suis arrivée à 42 kilos. Ah oui. Ouais. Donc là, les médecins ont commencé... Pour 1m63. 63. Les médecins ont commencé à s'inquiéter. Ouais. Ma grand-mère avait déménagé également sur Grenoble à ce moment-là. Et c'est elle qui m'a montré à un médecin qui est maintenant et qui est toujours mon médecin généraliste. D'accord. En fait, j'avais tenté de me pendre 2 jours plus tôt. Voilà, je vous le dis sans détour, j'ai pété un plomb, émotionnellement ça allait pas. Et j'avais qu'une envie, c'était de disparaître en fait. J'ai pris une de ces cordes d'escalade, j'ai fait un nœud et j'ai tenté de me pendre à sa barre de traction. Enfin, un truc absolument... J'avais pas trop conscience de ce que je faisais. T'étais pas alcoolisée Non, j'étais pas alcoolisée. Justement, je crois que j'étais très trop sobre à cette époque. Sobre, ouais. Okay. Donc je disais qu'en fait, j'étais face à moi-même et que c'était insupportable. Et bon, je suis pas parvenue à mes fins, mais ça m'a quand même laissé des séquelles, j'avais des traces, voilà. Et ma grand-mère l'a vu, on en avait un peu discuté, je lui ai dit, mais alors sans aucune, pour moi il n'y avait pas de gravité. Mais t'as été t'as été trouvée par quelqu'un? Non, c'est bêtement, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout en fait. Je sentais bien que une tentative ou une tentative tout court, je sais pas ce que c'était. Et donc je suis allée en parler à ma grand-mère. Et 2 heures après... C'est que tu tenais quand même à la vie. Oui, je pense qu'il y en a tous une pulsion de vie au fond de nous. Bon, peut-être pas tous, des fois on est tellement désespérés, on n'a plus d'issue. Mais je pense que j'étais complètement paumée en fait. Ouais, tu cherchais de l'aide, enfin c'est comme ça. Je pense que c'était un immense appel au secours. J'en ai parlé à ma grand-mère, 2 heures après j'étais chez le médecin et 3 heures après j'étais à l'hôpital. Je suis restée plusieurs jours à l'hôpital au CHU de Grenoble en pôle psychiatrique. Et puis j'ai intégré ensuite une clinique psy pour plusieurs mois. Je pense que la priorité, elle a été mise sur l'anorexie, parce que j'étais vraiment très dénutrie, très faible, une toute petite tension, et puis les produits aussi, de me sevrer de tout ça. Et donc les médecins ont fait ce que font les médecins, surtout les psychiatres, en tout cas dans mon cas, c'est de mettre en place des traitements psychiatriques assez forts, notamment des neuroleptiques, des anxiolytiques, des antidépresseurs, des camisoles chimiques qui nous empêchent de penser en fait, hein, c'est ça. Et puis je pense que j'étais tellement mal qu'il fallait à un moment qu'on court-circuite tout et qu'on me laisse me reposer.
Voilà, donc là a commencé une autre page difficile de ma vie. Donc ça a commencé entre 17-18 ans. J'ai 31 ans, je suis toujours sous antidépresseurs. Alors bien sûr, hein, il y a eu des hauts, des bas, il y a eu plusieurs hospitalisations en psychiatrie. J'ai complètement arrêté les neuroleptiques, mais voilà, il y a eu des moments où les traitements, ça va, ça vient. En tout cas, j'ai jamais réussi à m'en libérer totalement. 10-15 ans après, quoi. Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais. C'est addictif, encore une fois. Oui, c'est addictif. Il y a plein de choses. Voilà. Encore une addiction. Encore une addiction. Celle-là, je l'ai pas initiée de mon plein gré et pourtant elle est toujours là. Il y a des moments de ma vie où ça m'a littéralement sauvée, ça m'a vraiment empêché de retomber dans d'autres choses. Alors je dis pas que une addiction est mieux qu'une autre, mais si en fait. Entre l'anorexie et de la coke, c'est peut-être mieux de taper un peu d'antidépresseurs. Il faut savoir que je pense que j'ai un trait de personnalité comme mes parents, très addictif. Je dis pas que c'est génétique, peut-être que c'est juste un espèce de mimétisme inconscient. J'ai une personnalité très addictive. Et donc voilà, c'est... Ça, ce serait intéressant de demander à un professionnel si c'est juste par mimétisme, je vais y arriver, ou si c'est génétique. Ouais. Peut-être qu'il y a un peu des deux. Peut-être un petit peu des deux, ouais. T'as pas demandé au médecin, toi, c'est savoir si ça... D'où ça venait. Non, moi en fait j'essaye de vivre. Ouais. Pardon, t'as bien raison. C'est cool comme réponse. Non, mais c'est-à-dire t'as bien raison. J'ai tellement traversé de tempêtes, de trucs, que quand ça va, j'essaye juste de vivre. Et c'est déjà difficile en ayant ce que j'appelle des cicatrices, donc un trouble anxieux, un trouble de la personnalité borderline, une hypersensibilité, et de gérer une vie quasi normalement. Donc je travaille, je suis mère de famille, et voilà, j'ai mon chéri, j'ai tout ça. Et ça me demande énormément d'énergie. Et c'est ça en fait que j'essayais de dire tout à l'heure, quand déjà plus jeune, je me comparais aux autres et je me disais, mais j'ai l'impression d'être à retardement, j'ai pas grandi de la même manière, je me suis pas développée normalement et sainement entre guillemets. Et voilà, aujourd'hui, ce qui pourrait être une normalité pour quelqu'un est une épreuve pour moi. Pendant des années, pendant 2 ans exactement, je sortais quasi pas de chez moi. Pour le coup, je fumais énormément de joints et j'avais beaucoup d'anxiolytiques aussi. J'avais une phobie sociale telle qu'il était impossible pour moi de sortir, d'aller voir des gens, de me balader dans la rue. Ça me déclenchait automatiquement des attaques de panique et c'était invivable. Et tu sais à quoi c'était dû ? Non, j'ai jamais vraiment su à quoi c'était dû. Je sais que j'ai réussi à me sortir de ça, que ça m'a pris énormément de temps. Je pense que le chichon m'a pas du tout aidé là-dessus. Le chichon, les joints, la fumette, ok, merci. ne m'ont pas du tout aidé. Ça a amplifié ce côté un peu phobique social. C'est-à-dire que quand tu fumes en soirée avec des potes, c'est cool, tu rigoles. Mais quand le premier truc que tu fais le matin, c'est pétard... café, il y a un moment tu te coupes de tout quoi, et ça a des vraies conséquences sur ta vie sociale et sur la vie professionnelle. Il n'y en avait pas, je me suis perdue. Moi, le seul truc qui comptait pour moi, c'est d'avoir de quoi fumer du matin au soir, et c'est tout quoi. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de dire que je fume plus depuis très longtemps. J'ai arrêté le joint du jour au lendemain, dire que ça faisait des années que je fumais une vingtaine de pétards par jour. Enfin, je veux dire, les ressources, si on a envie de s'en sortir, on les a. Je pense qu'il faut être bien entouré, c'est sûr. Moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir un très très bon psychiatre pendant plus de 10 ans qui m'a aidé à me sortir de ça, qui est parti à la retraite, et franchement, j'avais l'impression de quitter un proche, un père. Non, mais vraiment, quand il est parti à la retraite, j'ai été dévastée. Bon, il m'a recommandé à une de ses confrères qui est très très bien aussi, mais voilà, il m'a vraiment accompagnée dans toutes mes addictions, et au final, quand je vois le travail que j'ai fait avec lui, j'ai réussi à me sortir des troubles alimentaires, j'ai réussi à me sortir des consommations de stupéfiants. Finalement, je m'en suis peut-être pas trop mal sortie. Dans tout ça, il y a les relations avec les garçons. Alors, moi j'ai commencé par les filles. C'était hors de question que j'approche un garçon parce que ça me terrifiait. C'est pas étonnant. Oui. Non, ça s'explique complètement. Ouais. Donc voilà. Mais remarque, ça m'étonne aussi, puisque vu ta relation avec ta mère,
Ouais, je sais pas comment je pourrais expliquer ça. Moi, je sais que les hommes, ça me faisait peur et puis ça me dégoûtait. Je pense aussi que dans mon esprit rebelle, voilà, il fallait pas que je fasse les choses comme tout le monde, c'était sûr, tu vois. C'était limite prévisible. Mais pour moi, en tout cas, ça a été qu'une période de ma vie. Ensuite, j'ai rencontré des garçons, j'ai jamais. Sur le tard, un peu, enfin, j'ai jamais. Ça m'a jamais trop intéressé. Moi, je préfère aller me bourrer la gueule avec mes potes que d'aller faire des bisous aux garçons. Enfin, bon, tu vois un peu le truc, quoi. Et puis, j'ai rencontré un garçon quand j'avais 19 ans. Je suis restée 7 ans avec lui, c'est énorme. Il avait 10 ans de plus que moi. Ce garçon m'a, entre guillemets, permis de partir de chez moi. Ça a été plus ou moins consciemment une opportunité de partir de chez moi. Et ça, il fallait... D'être libre. Ouais, d'être libre. D'être libre. Et en fait, je pouvais plus rester chez moi. Il y avait... Mon père rentrait bourré un soir sur deux. Moi, je vivais dans l'angoisse de comment il va rentrer. Est-ce qu'il va être grave bourré? Il va nous taper sur la gueule? Est-ce que ça va aller? Est-ce que... J'avais cette angoisse qui était quand même... Puis ouais, c'était plus possible. Donc ce gars s'est présenté dans ma vie et vraiment, je vous le dis, c'est sincère. Je sais pas si c'était conscient ou pas, mais en tout cas, il avait son appart. Je suis partie, quoi. Très vite. Alors lui fumait plein de joints. Ouais. Ça aide pas du coup. Ouais, c'est là où je vais commencer à moi aussi partir dans cette routine-là, fumer plein de bédos, à rien faire de ma vie. Et puis on s'est séparés. Bon, là je vous fais un peu la version courte, mais on s'est séparés 7 ans après. Une relation toxique, malsaine, enfin pas cool quoi. Et j'ai rencontré le père de mon fils. Et là, alors je sais pas ce qui s'est passé, mais je peux vous dire que chaque jour j'ai envie de donner le meilleur de moi-même. Donc là, après, il y a le corps qui répond aussi. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de conneries très jeune. Et mon corps, en fait, on a tendance à se dire, oh bah s'il se passe rien maintenant, c'est que ça va, je peux continuer à faire des conneries. Mais pas du tout, non. Si vous faites des bêtises, arrêtez tout de suite parce qu'on le paye un jour ou l'autre, on le paye. Et moi, j'ai payé fort, cher. Ouais. J'ai payé très cher. On en reparlera une prochaine fois, mais j'ai fait un infarctus il y a quelques mois, j'ai 30 ans. Donc, pourtant, je prenais plus de prod. C'est dû au tabac. Ouais, je pense que j'ai fragilisé mon organisme. Ouais, en plus, j'étais en pleine croissance et j'ai tout bousillé. Les troubles du comportement alimentaire, l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, là aussi, je me suis complètement dézinguée. Donc, ouais, je pense que j'étais arrivée à un stade où mon corps a lâché. Ouais, a lâché. J'étais pas censée avoir d'enfant, j'ai eu la chance de tomber enceinte et de le vouloir et de l'avoir gardé et d'être maman maintenant. Mais ça aussi, je pense que ça a eu un prix sur mon organisme. Ouais. Donc voilà. Et t'es contente du coup d'être maman et de pas faire vivre à ton enfant par exemple parce que Ouais, alors moi c'était un challenge pour toi ou... Alors non, parce qu'à la base je voulais pas d'enfant parce que j'avais trop peur de recréer le schéma particulièrement maternel. J'avais super peur, notamment d'avoir une petite fille et de me dire rien que de vous évoquer le truc, ben là forcément moi c'est encore frais hein, parce que alors c'est pas une lutte, je veux dire, je sens qu'instinctivement je suis pas comme mes parents, je suis une personne sensible, très aimante, très démonstrative, j'ai pas de mal, mais j'ai peur de un jour lâcher prise, retomber dans mes addictions et oublier mon fils. Ou même l'abandonner comme ma mère l'a fait. Et là, notamment avec mes problèmes de santé, l'infarctus, tout ça, ou même de l'abandonner involontairement, c'est-à-dire de mourir et de laisser sans maman, de grandir sans parents, parce que je sais ce que c'est de grandir sans maman. Et tout ça, c'est dur, mais j'essaye de pas trop y penser, de mettre un pied devant l'autre et de faire du mieux que je peux au quotidien. C'est bien, c'est déjà beaucoup. Et comment tu te sens aujourd'hui maintenant? Enfin, tu sens que c'est vraiment une page qui a été tournée? Enfin, qui est tournée plutôt. Ouais. Alors, j'ai l'impression que d'être devenue maman, ça a remis un petit peu les énergies. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça, mais en gros, avant, j'avais beaucoup le temps de penser à moi-même, tu vois ce que je veux dire? Et d'essayer de comprendre et de me torturer avec mon passé. Or là, alors bien sûr que j'ai le droit d'y penser, je l'évoque, je suis toujours suivie par un psy, tout ça,
Mais ma priorité, c'est mon fils. Et du coup, ça remet une autre dimension, une autre perspective à mon avenir. Et alors, je pense que ce sera jamais clos. C'est parce que, en fait, ce qui a été, enfin, ce qui a été fait hier fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, ce sera toujours là, ça fera toujours partie de moi. J'aurai toujours des difficultés, je penserai toujours au passé. Peut-être pas de la même manière. Peut-être pas avec beaucoup moins plus de recul, donc moins de douleur aussi. C'est moins vif. Je sais pas si c'est d'avoir grandi qui a fait ça, mais mes émotions sont, quand je pense à mon passé, sont moins. Je suis moins la petite fille en colère, en manque d'amour, même si j'ai toujours l'impression qu'il me manque quelque chose. Je sens vraiment un vide en moi, et je pense que c'est vraiment un manque d'amour parental, quoi. Donc ça va mieux. Ça va mieux, je me sens équilibrée, à peu près équilibrée en tout cas. Moi, mon objectif, c'est de rester comme ça maintenant. Mais je pense que ce sera jamais... Ça fera toujours partie de moi. Bah oui. Ouais. C'est logique avec le passé, enfin, c'est ce qui nous construit. Donc, Mais du coup, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil si tu vois quelqu'un qui... Enfin, tu sens que quelqu'un vit ce genre de choses? Alors, si c'est une petite fille ou un petit garçon, ça va être très compliqué. Enfin, toi, tu peux agir pour cette personne, pour cet enfant. Ouais. L'enfant, lui, ne pourra pas faire grand-chose. Non. On pourra toujours lui parler, mais c'est compliqué. Mais disons une adolescente ou un adolescent, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Ou si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, je ne sais pas, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller de faire pour elle ou lui? Alors déjà, j'ai 2 choses à ce sujet. Je pense que ça peut arriver à tout le monde d'entendre un enfant se faire frapper, engueuler de chez soi ou dans la rue. Des fois, on assiste à des scènes un peu de violence parentale comme ça. Et je sais pas ce qui se passe, mais souvent, il y a un espèce de malaise, un tabou, et puis en fait, on fait comme si on n'avait rien vu. Et bien alors ça, c'est non. Ça, vraiment, j'insiste là-dessus, même si ça demande du courage et que ça fait peur d'intervenir auprès de tierces personnes. Ne laissez pas faire un acte de violence parentale. Si c'est vous engueulez, vous entendez. Moi, j'avais des voisins chez qui ça se passait pas très bien là dans cet immeuble. Plusieurs fois, je suis descendue, j'ai pas hésité à appeler la police parce que même, dites-vous que le fait de venir toquer à la porte, ça brise un peu la scène de violence qui est en train de se découler. Ouais. Parce que ces gens-là, ils sont dans leur truc, en fait, au moment où ça se passe, dans leur bulle. Et le fait qu'il y ait un tiers qui vient, voilà, ça peut pas très bien se passer, hein, effectivement. Quelqu'un de très alcoolisé, de très violent, ouais, qu'est-ce que tu veux, ça te regarde pas. Mais laissez pas faire. Et pour moi, c'est vraiment... c'est participer à la violence que de laisser faire un acte comme ça. Ça déjà, donc ça c'est le premier truc. Pareil, je sais pas si vous êtes au courant, mais la fessée est devenue, voilà, interdite, tout comme c'est de la maltraitance, c'est tout comme... Donc, il faut pas laisser faire. Voilà. Si vous voyez, même arriver avec bienveillance, ça veut dire... je sais pas, des fois, je sais que c'est compliqué, mais parfois c'est compliqué. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, il faut peut-être relativiser un peu les choses. C'est que là, vous parlez à quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses, donc qui est un peu remonté contre le sujet. Mais en tout cas, ouais, non, laissez pas faire. Et pour une adolescente, si c'est l'adolescente en soi, faut en parler. Faut vraiment pas hésiter. En parler à des personnes qui vous semblent responsables autour de vous. Ça peut être au lycée. Je sais que ces gens sont quand même bien armés. Au lycée, au collège, normalement, les profs, les CPE, tout ça, sont quand même armés pour vous aider. Ça peut être une copine qui a des parents bienveillants, ça peut être les parents d'une copine, ça peut être un voisin, une voisine avec qui on s'entend bien. Peu importe, mais il faut en parler, il ne faut pas rester dans le silence. Parce qu'en fait, rester dans le silence, c'est rester dans sa souffrance. Dire que on peut vraiment être aidé. Moi, je sais qu'il y a plein de fois, j'aurais vraiment aimé qu'on m'aide. J'aurais vraiment aimé qu'on me tende une perche avant qu'il arrive voilà, des trucs comme j'ai vécu. Bah super, c'est un très bon conseil. J'espère que ça va aider des gens, des personnes petites, grandes, quel que soit voilà, leur âge, mais j'espère vraiment que ça va aider. Merci beaucoup pour ton témoignage. Mais de rien. Merci de m'avoir écouté. Mais avec plaisir, et je te dis à bientôt. À bientôt. Et voilà pour l'épisode du jour. Vous l'aurez compris, aujourd'hui Aïssia est une maman comblée et heureuse qui se bat toujours pour ne pas retomber dans ses anciennes addictions.
Je suis heureuse qu'elle ait pu témoigner sur ce sujet si compliqué à aborder. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de le partager le plus possible. Cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les paroles. Retrouvez-nous sur notre site internet sans-tabou-podcast.com, sur Instagram @sans-tabou-, ou bien par mail à sans-tabou.podcast@gmail.com si vous souhaitez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi. À très vite et surtout soyez sans tabou.